Alors, vous le savez, hein, nos régimes d'assurance collective, là, ils sont indissociables de ce qu'on retrouve dans nos régimes publics. Cette année, on a eu quand même des modifications quand même assez importantes qui touchent nos régimes d'assurance collective, des modifications qui ont bonifié l'offre qu'il y avait au niveau des régimes publics. Le premier grand changement concerne l'augmentation de la durée des prestations maladie de l'assurance-emploi. C'était par ailleurs une revendication que portait le mouvement syndical. On a eu des résolutions, là, notamment, qui touchaient cette question-là. Donc, c'était de faire en sorte que les gens qui tombaient malades puissent recevoir de l'assurance-emploi plus longtemps que ce qu'ils recevaient actuellement. Donc, on a eu un gain de ce côté-là. Le deuxième grand changement, puis Anne en a un peu parlé, mais on va en parler, ça faisait l'objet du budget d'hier d'ailleurs. Le deuxième grand changement, c'est le début de la mise en place d'un régime de prestations dentaires au Canada. Dans le budget d'hier, puis Yannick va en parler avec plus de détails, mais on a quand même annoncé 15 milliards de dollars sur 5 ans pour offrir une prestation dentaire aux Canadiens. Quand on touche au régime public, bien entendu, ça a un impact sur nos régimes d'assurance collective. Et pour parler de ça, on a Yannick Comeau avec nous aujourd'hui. Yannick, plusieurs d'entre vous le connaissez. Il est actuaire chez SAI depuis 2015. Je ne dirais pas où il était avant, mais bon, en tout cas. Ses champs d'expertise sont principalement les régimes collectifs d'assurance vie, d'invalidité, de soins médicaux, de soins dentaires. C'est un habitué du séminaire, c'est un complice de la FTQ, notamment sur la campagne qui touche la mise en place d'un régime d'assurance médicaments universel. Alors, Yannick, je te cède la parole. Dans le fond, un peu pour faire la continuité là, de ce que Anne a fait ce matin, on a parlé beaucoup là, de la dualité qui existait entre le privé et le public au niveau du système de santé dans son ensemble. Elle a parlé des ressources, de la télémédecine, etc. Mais c'est aussi vrai de cette dualité-là au niveau des régimes privés et des régimes publics, là, des différents paliers de gouvernement. Donc, on peut penser à l'assurance-emploi, la RAMQ, des choses comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a des changements aux assurants, au régime public, c'est certain qu'il peut y avoir des implications au niveau des régimes privés. Et c'est justement ça qu'on va parler ce matin avec vous. Donc, on va faire une petite introduction. Marie-Josée l'a dit, puis le timing ne pouvait pas vraiment être meilleur. Là. Il y a eu des annonces justement hier soir. Vous allez voir que les chiffres que j'ai datent du budget précédent de 2022. Je n'ai pas travaillé hier soir là, pour modifier le chiffre, mais on va quand même les communiquer au niveau des budgets qui ont été alloués là, pour le nouveau régime de soins dentaires fédéral. Il y a eu des modifications à l'assurance-emploi également qui pourraient avoir des implications pour vos régimes d'assurance salaire de courte et de longue durée. Et j'avais prévu aussi couvrir l'encadrement législatif de la télémédecine, mais je pense que Anne a quand même couvert de façon beaucoup plus pointue ces éléments-là. Donc, je vais passer rapidement sur ce petit bout-là, puis mon collègue Jonathan, tantôt, va parler des tendances dans l'industrie. Donc, on voulait peut-être y laisser un petit peu plus de temps également là, au niveau des coûts. Donc, si on commence au niveau de l'introduction, régime privé versus régime public, de façon générale, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les régimes privés d'assurance collective là, sont vraiment un complément au régime public, mais par contre, les régimes publics ne couvrent pas nécessairement toutes les situations. Donc, on parle ici là, du filet social quand on parle des régimes publics. Donc, ce filet-là, dépendamment de la taille des mailles du filet, il y a des gens qui peuvent tomber entre les cracks. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a mis en place des régimes privés qui viennent justement s'assurer que les gens qui vont passer dans les mailles du filet social vont avoir quand même des protections. Donc, au niveau de l'assurance vie, on peut voir ici, dans le fond, les régimes d'assurance collective couvrent 3 différents risques. Là. On peut les catégoriser de cette façon-là. Il y a un risque de décès, bien entendu, il y a un risque d'invalidité et il y a un risque de maladie. Donc, pour chacune des 3 catégories, il y a différents régimes publics qui offrent certaines protections. On peut penser, par exemple, aux prestations d'assurance vie, la Régie des rentes ou RPC, la SNES, l'IVAC ou la SAC. En assurance salaire également, il y a des prestations de l'assurance-emploi, puis c'est un des thèmes qu'on va aborder tantôt, là, les modifications, RQAP, Régie des rentes, etc. Et en assurance santé, là, c'est la même chose.
Donc, bien entendu, quand il y a des modifications au régime public, bien, il va y avoir potentiellement des implications sur les prestations qui peuvent être payées et remboursées par vos régimes privés d'assurance collective. Donc, on a mis ici là, les impacts qui peuvent arriver. Donc, du côté gauche, on a vraiment une situation où le régime public est en fait, on vient limiter un petit peu les remboursements du régime public. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que si on enlève des protections qui sont couvertes par les régimes publics, mais il y a généralement un transfert de coûts vers les régimes privés d'assurance collective. Donc, clairement, là, c'est quand on parle de modification de régime public, on parle de transfert de coûts entre les privés et le public. À l'opposé, on a du côté droit un sablier qui dit que quand il y a une bonification là, du régime public, bien, il y a certains coûts qui sont transférés de vos régimes privés vers les régimes publics. L'autre élément qu'il faut considérer aussi, c'est que dépendamment des modifications qui sont apportées à ces régimes publics-là, il y a peut-être des modifications contractuelles là, qui devront être faites pour arrimer vos régimes avec les nouvelles modalités là, des régimes publics. Donc, ça nous amène maintenant à un des grands régimes qui a été mis en place là, dernièrement, c'est le nouveau régime fédéral de soins dentaires. Je ne l'ai pas appelé régime universel parce qu'on va voir tantôt qu'il est loin d'être universel. Ce n'est pas tous les Canadiens qui vont avoir accès à ce régime-là. Mais au cours de ma carrière, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux régimes qui ont été mis en place et nouvelles mesures qui sont venues vraiment couvrir une bonne portion de Canadiens. Et ça, c'est un exemple là, d'un nouveau régime qui a été mis en place au niveau fédéral. Donc, je voulais vous donner un petit peu de contexte historique là, de comment ce nouveau régime-là a pris jour, en fait, puis un petit peu la genèse d'où ce régime provient. Donc, en 2018, l'enquête sur la santé dans les communautés canadiennes a indiqué un paquet d'éléments. Il a fait ressortir un paquet d'éléments au niveau des soins dentaires. Donc, je ne lirai pas nécessairement là, tous les points qui sont là, mais les deux grandes conclusions de cette étude-là étaient que dans la majorité des cas, ou dans beaucoup de cas, il y a des Canadiens qui indiquaient qu'ils évitaient de consulter un professionnel en soins dentaires en raison des coûts. Puis on peut voir, là, il y en avait 3 fois plus qui étaient susceptibles de dire que les coûts étaient un frein, ceux qui n'avaient pas de régime d'assurance versus ceux qui avaient un régime d'assurance. Et on s'est aperçu aussi que l'accessibilité aux soins n'était pas nécessairement la même selon votre région. Et on se rendait compte qu'il y a beaucoup de Canadiens dans des régions qui étaient rurales ou plus éloignées qui avaient de la difficulté à accéder là, aux soins, principalement en cause là, de la disponibilité. Donc, c'est en février 2021 que le député du NPD, le M. Jack Harris de Terre-Neuve-Labrador, qui a parrainé une motion en Chambre qui est la suivante. Je vais la lire. Donc, que de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait établir, dès que possible, un régime fédéral de soins dentaires pour les familles canadiennes qui gagnent moins de 90 000 par année et qui ne sont pas couverts par un régime de soins dentaires. Et l'objectif de cette motion-là était, ça c'est un premier pas, et la deuxième étape, une fois que le régime va être mis en place, ça va être de le rouler à l'intérieur du système de santé du Canada. Puis on peut voir que dans quelques diapositives, là, les paramètres qui sont là dans la motion du NPD ont été respectés là, principalement à la lettre là, au niveau du salaire des familles, etc. C'est encore les mêmes paramètres. Donc, il y a eu un débat en Chambre, là, comme tous les projets de loi qui existent, et ces débats-là ont eu lieu en mai et en juin 2021, et la motion a été rejetée lors du vote qui s'est tenu le 16 juin 2021, et la proportion a été d'environ une personne sur 9, un député sur 9 qui a voté en faveur de ce projet de loi-là, donc 11,2 versus 88,8. Et je ne suis pas politologue, je suis actuaire, mais je trouve ça quand même intéressant de montrer la distribution par affiliation politique là, de ceux qui ont voté en faveur de ce régime fédéral de soins dentaires. Donc, les libéraux, il y a 10 députés qui ont voté en faveur et 136 contre. Les conservateurs, j'étais très surpris de voir ce résultat, 1 pour et 115 contre. Le Bloc québécois a voté contre à 100 %. Le NPD a voté pour à 100 %. Et le Parti vert et les indépendants, là, vous voyez les résultats. Donc, M. Rousseau, tantôt du CTC, a mis un peu la table. Là. Moi non plus, je ne l'ai pas vu l'entente. Je n'ai pas toutes les bullet points de cette entente-là. Donc, on a les mêmes informations. Là, je suis content. Mais suite aux élections qui ont eu lieu là, à l'automne 2021,
Vous savez tout, là, on s'est réveillé le lendemain matin à peu près avec le même gouvernement qui était en place avant les élections et plusieurs centaines de millions de moins dans les coffres de l'État pour chapeauter les élections. Donc, le gouvernement minoritaire des libéraux a été reconduit là, pratiquement dans les mêmes proportions. Donc, ce qui est arrivé par la suite, il y a eu une entente qui a été faite entre les libéraux et le NPD qui a été conclue en mars 2022. Et les deux principaux points de cette entente-là sont les suivants. Pour le Parti libéral, ça leur permet de gouverner jusqu'en 2025, donc jusqu'aux prochaines élections, 4 ans plus tard. Parce que quand le NPD vote en faveur des projets que les libéraux mettent sur la table, ils ont la majorité en Chambre, ils ne peuvent pas être défaits. En contrepartie, le NPD va dire, moi, j'aimerais bien ça que vous mettiez en œuvre une série de programmes sociaux et environnementaux. Et c'est justement ces programmes-là que ce n'est pas nécessairement défini, là, quand est-ce que ça va arriver, puis les différents détails. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que lors du dépôt du budget fédéral de 2022, donc littéralement un mois après cette entente-là, il y a eu une annonce dans le budget qu'il y aurait une mise en place d'un programme de soins dentaires au niveau fédéral qui a été annoncé. Cette annonce-là était directement reliée à l'entente entre le NPD et le Parti libéral. Donc, au niveau des modalités qui sont connues, puis je me suis amusé à aller lire les journaux ce matin là, avec le budget qui a été annoncé hier, là, on en reparlait un petit peu. Il n'y a pas vraiment de nouvelles modalités qui ont été annoncées non plus là, au niveau du régime de soins dentaires. Donc, voici ce qui est connu. Donc, en 2022, donc vous allez me dire, on est déjà en 2023, mais c'est quand même ça qui a été annoncé. Le régime est disponible pour les enfants de moins de 12 ans. La deuxième phase, c'est en 2023. Le régime va être étendu progressivement pour inclure les moins de 18 ans, donc on extend la protection là, de 13 à 18, et les personnes en situation de handicap et les aînés également. Et en 2025, la totalité des dispositions du régime sera mise en vigueur. Donc, le programme ne couvre pas les enfants qui bénéficient de la couverture d'une assurance privée. Donc, ça, c'est vraiment important. Là, on parlait tantôt de la dualité entre le public et le privé. Donc, ce nouveau régime-là, si dans vos assurances collectives, vous avez accès à des soins dentaires, vous n'êtes pas éligible à être couvert par le régime de soins dentaires fédéral. Donc, en septembre 2022, il y a d'autres modalités là, qui ont été annoncées et les mesures transitoires là, en attendant, c'est principalement des chèques qui ont été accordés là, selon les différents revenus familiaux là, que vous voyez à l'écran. Donc, pour les gens qui ont fait une déclaration d'impôt en 2021, le gouvernement a déjà toute l'information. Donc, à ce moment-là, si le revenu familial est de moins de 70 000 vous avez accès à un remboursement de 650 par enfant pour la garde partagée. Pour la garde complète et garde partagée, là, c'est toujours 50 là, du montant. Pour les gens qui ont un revenu familial entre 70 000 et 80 000 ce montant-là est réduit à 390 par enfant. Entre 80 000 et 90 000 c'est 260 par enfant. Et toutes les familles qui gagnent plus de 90 000 ne sont pas admissibles à aucun remboursement. Ces montants-là couvrent vraiment la période du 1er octobre 2022 jusqu'au 30 juin 2023. Donc, si vous n'avez pas accès à un régime, puis vous qualifiez là, selon les paramètres de salaire qui sont là, vous pouvez faire une demande sur le site officiel du gouvernement pour la période du 1er octobre 2022 au 30 juin et vous pouvez faire la demande de ces remboursements-là. Il y a aussi déjà une annonce d'une deuxième période qui va suivre. Cette période-là va être pour le 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Et selon ma compréhension des informations disponibles, c'est exactement les mêmes montants qui vont être reconduits. Selon les diverses études là, que j'ai regardées, c'est la littérature qui était disponible, on estime qu'environ la moitié des familles auront droit à ces remboursements. Donc maintenant, ça veut dire quoi au niveau des régimes d'assurance collective, mais aussi des régimes publics, parce que vous savez qu'au Québec, on a aussi là, des soins dentaires qui sont couverts via la RAMQ. Donc, on sait encore pas grand-chose au niveau de la coordination avec le régime de soins dentaires de la RAMQ. Donc, je vous rappelle là, qu'on est au Québec, les régimes privés d'assurance collective ne couvrent pas les services dentaires qui sont pris en charge par la RAMQ pour les moins de 10 ans. Donc, de façon générale, quand vous avez un enfant bas de 10 ans qui va voir le dentiste, ces soins-là sont pris en charge par la RAMQ.
Et de façon générale, ça se peut qu'il y ait des frais supplémentaires qui ne soient pas couverts, qu'on peut passer dans les régimes privés, mais ces soins-là, le premier payeur, c'est vraiment la RAMQ. À l'heure où on se parle, on ne sait pas encore, puis rien n'a été dévoilé au niveau de comment on va arrimer le régime fédéral avec le régime de la RAMQ. Puis comme je l'ai dit tantôt, bien, tous les Canadiens qui ont déjà accès à un régime privé d'assurance collective de soins dentaires ne sont pas visés par cette mesure-là. Donc, techniquement, il n'y a aucune coordination là, à prévoir pour ce nouveau régime-là. Comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas modifié ma présentation cette nuit pour les chiffres du budget, mais Marie-Josée en a parlé tantôt. L'an dernier, le budget qui avait été annoncé, c'est le 7 avril 2022. Le budget était de 5,3 milliards de dollars sur une période de 5 ans pour lancer ce nouveau régime-là. Curieusement, ce matin, quand je lisais les journaux, on parlait d'un montant de 13 milliards. Donc, je ne sais pas qui l'actuaire derrière qui a fait les calculs. Ça doit être un actuaire patronal. Il faudrait peut-être qu'on se mette le nez là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même eu une explosion des coûts là, au niveau de budget qui est anticipé. Une des questions que je me pose au niveau du financement puis de comment on va arrimer tout ça, c'est bien entendu, c'est que le régime de la RAMQ, bien, il est présentement financé par le gouvernement du Québec, donc vos impôts, vos taxes, etc. Donc, pour le moment, bien, il y a plusieurs éléments qui demeurent inconnus, là, que je me pose des questions. Bien, est-ce que le régime de la RAMQ va être complètement remplacé par le régime fédéral et financé par le gouvernement fédéral? Bon, ma conclusion, en tout cas à moi personnellement, c'est habituellement, les compétences provinciales, c'est la santé, puis ça serait vraiment surprenant qu'on laisse le gouvernement fédéral prendre la place complètement là, avec le soin dentaire puis éliminer ce qu'on a. Donc, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que les paramètres du régime de la RAMQ vont demeurer inchangés? Et s'ils demeurent inchangés, bien, est-ce qu'il va y avoir des transferts de fonds du fédéral vers le provincial pour couvrir ces coûts-là? Donc, encore une fois, ça, je n'ai pas vraiment trouvé rien dans la littérature qui me dit c'est quoi ma réponse. Et la troisième question que j'ai, c'est bien, si jamais il y a des transferts de fonds, est-ce que le régime de la RAMQ va devoir s'arrimer avec celui du fédéral pour s'assurer qu'on reçoit les fonds? Donc, encore une fois, il y a encore beaucoup d'inconnus, puis c'est pour ça que j'ai mis mon petit bonhomme qui se questionne au niveau du financement. Puis là, on a vu que c'est quand même des gros montants d'argent qui sont impliqués. Là, on parle de milliards de dollars. Donc, c'est quoi les impacts possibles au niveau des coûts des régimes privés? Bien, présentement, là, je vous l'ai dit tantôt, il n'y a absolument aucun impact. Et la principale raison, là, c'est que si vous avez accès à un régime privé d'assurance collective qui a des soins dentaires, vous n'êtes pas éligible là, au régime là, du gouvernement fédéral. Par contre, moi, je me questionne là, en tant que consultant et actuaire à dire, bien, habituellement, quand on augmente l'accessibilité à des soins à une partie de la population qui n'avait pas nécessairement les moyens ou accès à ces soins-là, bien, ça peut venir créer une certaine pression sur l'accessibilité aux soins. On ne trouvera pas demain matin des milliers de dentistes pour suffire à la demande. Donc, mes derniers cours d'économie qui datent des années 2000 me disent il y a une courbe offre et demande, et si cette courbe-là d'offre et demande est un petit peu déséquilibrée, bien, c'est possible que ça mette une pression à la hausse sur les coûts des dentistes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est vos coûts de régime de soins dentaires vont augmenter parce qu'on va vouloir contrôler l'offre avec les prix. Et on va le voir un petit peu tantôt là, dans la présentation de Jonathan. Il va parler justement des hausses qu'on a vues dernièrement au niveau des soins dentaires. Le guide des chirurgiens dentaires a augmenté quand même de façon impressionnante au 1er janvier 2023. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est qu'au Québec, on l'a vu avec le régime hybride là, de médicaments entre le privé et le public. Donc, ça a créé une disparité au niveau des honoraires qui sont chargés par les pharmaciens. Donc, on sait que si vous êtes assuré par le régime de la RAMQ au niveau des médicaments, les honoraires des pharmaciens sont dans les eaux là, de 9 à 10 $ par période de 30 jours. Si je regarde mes régimes d'assurance collective, on est plus dans les eaux de 18 à 19, donc le double. Donc, je me questionne à savoir est-ce que le nouveau régime pourrait créer potentiellement une disparité des coûts des services des soins dentaires entre ceux qui sont offerts et remboursés par le nouveau régime fédéral par rapport au régime privé. Donc ça fait le tour au niveau des soins dentaires. Fait que en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a absolument aucun impact si vous avez un régime d'assurance collective. Par contre, il y a tous les questionnements là, que je me suis posés et j'ai encore le questionnement au niveau du financement, là, qui étaient des chiffres qui ont quand même augmenté là, de façon importante. Maintenant, ça nous emmène aux modifications de l'assurance-emploi.
Puis là, je voudrais juste mettre une petite mise en garde. Là. Ceux qui sont ici avec un papier et un crayon, puis qui pensaient partir exactement avec la solution à prendre pour votre régime d'assurance courte durée ou longue durée, la réponse va être « ça dépend de votre situation. Je ne suis pas en mesure de tout couvrir les situations. » Par contre, on peut quand même vous donner des pistes de réflexion sur voici les considérations que vous devriez prendre pour décider si oui ou non vous devriez faire des modifications à votre régime d'assurance salaire avec les modifications de l'assurance emploi. Donc, comme un de mes clients me dit, avec Yannick, 2 plus 2 ne fait pas toujours 4, mais vous allez voir, c'est un peu la même chose. Ma réponse en termes de comment le régime devrait être modifié va dépendre de la situation également. Donc, au niveau du contexte et de l'historique pour les modifications de l'assurance emploi, le 25 novembre 2022, précisément, le gouvernement du Canada a confirmé que la durée maximale des prestations maladie payées par l'assurance emploi était pour être bonifiée de 15 à 26 semaines. Et ça, c'est vrai pour toutes les nouvelles demandes d'assurance emploi qui sont faites à compter du 18 décembre 2022. Donc, les autres paramètres du régime demeurent complètement inchangés. Ça veut dire que l'assurance emploi continue de rembourser à 55 du revenu jusqu'à un maximum de 650 par semaine. Le délai de carence avant de pouvoir recevoir les prestations est de 7 jours de délai de carence, donc une semaine. Et ce que ça veut dire, c'est que la période d'invalidité qui est couverte par le régime passe de 16 semaines, donc on a une semaine de délai de carence plus 15 semaines de paiement, à 27 semaines, qui est une semaine de délai de carence jusqu'à 26 semaines de paiement. Donc, ce que ça veut dire, ça, pour les régimes d'assurance privée, bien, la première étape, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a aucune obligation pour vous, en tant que preneur ou promoteur de régime, là, d'apporter des changements pour vous accommoder avec les nouvelles dispositions de l'assurance emploi. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit à l'heure actuelle. Par contre, ça se peut qu'il y ait des répercussions de ces changements-là sur ce qui va être payé par l'assureur et ou l'assurance emploi. Donc, c'est vraiment ça qu'on va discuter là, dans les prochaines minutes. Et vous allez voir là, que, comme je vous ai dit, je ne peux pas couvrir toutes les situations parce qu'en assurance collective, l'assurance salaire de courte et de longue durée est offerte là, avec des multiples possibilités. Et quand on parle de multiples possibilités, bien, on parle des types de régimes. Ça, je vais le couvrir parce que c'est important. Donc, est-ce que l'assurance emploi est premier payeur ou deuxième payeur? Donc, ça va avoir un impact sur ce que vous devriez faire avec votre régime. Les délais de carence peuvent être différents. Donc, quand est-ce que le régime commence à payer des prestations? La durée des prestations peut être variable également. Moi, j'ai des régimes d'assurance courte durée qui sont de 16 semaines, 17 semaines, 26, 52, 104. Donc, comme j'ai dit, là, il y a énormément de possibilités. Donc, dépendamment des situations, bien, les modifications de l'assurance emploi pourraient avoir des impacts là, variables sur vos régimes. Donc, ce petit tableau-là, le but, c'est vraiment de vous décrire un petit peu les différentes façons d'offrir de l'assurance collective au niveau de l'invalidité de courte durée. Donc, c'est juste pour être sûr que tout le monde comprend là, les termes qui sont utilisés en assurance collective. Donc, le premier terme qui est utilisé, il est facile, un type de régime, aucun. Donc, ça, ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, c'est que vous n'avez absolument aucun régime d'invalidité de courte durée qui est offert par votre régime d'assurance collective. Par contre, vous avez accès à l'assurance emploi. Donc, à partir du 18 décembre 2022, bien, toutes les nouvelles demandes qui vont être faites, bien, les gens qui vont être admissibles aux prestations, qui vont être acceptés là, avec les critères de l'assurance emploi, vont avoir droit maintenant à 26 semaines de paiement au lieu de 15 semaines de paiement. Et le régime d'assurance collective, bien, dans mon exemple, là, si vous n'en avez pas, bien, il n'y a aucun impact, on ne peut pas payer, il n'y a pas de régime. Le deuxième type de régime d'assurance collective qu'on voit en courte durée, on appelle ça un régime qui est intégré à l'assurance emploi. Les régimes d'assurance collective qui sont intégrés se doivent d'être imposables. Ça veut dire que l'employeur peut contribuer là, à la prime pour ce régime-là. Ça veut dire quoi un régime qui est intégré? Un régime qui est intégré, c'est, en premier lieu, on envoie toujours les personnes à l'assurance emploi. Donc, la personne qui tombe invalide va faire sa demande à l'assurance emploi et s'il est accepté, bien, il va recevoir les remboursements en fonction là, du régime, 55 du salaire jusqu'à un maximum de 26 semaines maintenant. Par contre, il y a comme un filet de sûreté qui est le régime d'assurance collective avec l'assureur.
Et l'assureur, lui, il dit, bien, dans l'éventualité où l'individu ne qualifierait pas par l'assurance-emploi et que je considère qu'il est invalide selon le contrat, moi, je vais le payer si et seulement si l'assurance-emploi ne le paie pas. Donc, il y a vraiment deux payeurs potentiels, mais les deux payeurs ne sont jamais en même temps. Donc, le régime intégré dit, si tu es accepté à l'assurance-emploi, bien, moi, je ne paye rien en tant qu'assureur, et vice-versa, si l'assurance-emploi ne paie pas, si tu es invalide selon mon contrat, moi, je vais te payer avec les paramètres du régime. Donc, c'est un ou l'autre. Mais ça veut quand même dire que l'assurance-emploi est premier payeur dans ce cas-là. Le troisième type de régime qu'on voit également, c'est ce qu'on appelle une prestation supplémentaire de chômage, ou communément appelé, là, avec son acronyme, le PSC. Encore une fois, il faut que le régime soit un régime d'assurance imposable, donc l'employeur pourrait contribuer là, au coût de ce régime-là. Donc, c'est un peu le même principe qu'un régime intégré, c'est-à-dire que l'individu va toujours en premier faire sa demande à l'assurance-emploi. Donc, la personne qui tombe en maladie va faire sa demande à l'assurance-emploi. Si elle est acceptée selon les critères, bien, l'assurance-emploi va payer. Par contre, ce que ça dit, la prestation supplémentaire, mais ça le dit dans son titre, c'est que compte tenu que l'assurance-emploi ne paie que 55 du revenu jusqu'à 650 $ par semaine, bien, l'employeur ou le syndicat pourrait dire, bien, moi, je juge que ce n'est pas suffisant en termes de remplacement de revenus, j'aimerais offrir une protection supplémentaire. Donc, à ce moment-là, le régime va dire, bien, moi, je vais regarder le cas d'invalidité et je vais aller calculer, ça pourrait être un régime, exemple, à 75 du salaire, bien, je vais aller calculer combien la personne devrait recevoir avec 75 de son salaire. Et si elle reçoit de l'assurance chômage, bien, je vais aller déduire la prestation d'assurance chômage de ce montant-là. Et la personne va recevoir, en fait, deux chèques. Le premier chèque de l'assurance-emploi et le complément de son régime d'assurance collective. Donc, vous comprendrez que dans les trois premiers régimes que je viens de décrire, en tout temps, quand le régime public peut payer, le régime public prend en charge les coûts. Donc, c'est certain que dans ces trois modèles-là, il y a moins de prestations qui sont payées par l'assureur. Donc, en théorie, les coûts du régime d'assurance collective sont moindres également. Par contre, dans ces trois situations-là, les employeurs ne peuvent pas bénéficier du taux réduit d'assurance-emploi parce que quand on décide de ne pas envoyer personne à l'assurance-emploi, on peut réduire les contributions là, à l'assurance-emploi avec un taux réduit. Et le dernier type de régime qui existe, c'est un régime qu'on appelle non intégré. Ça, c'est la grande majorité des régimes là, au niveau du secteur privé et public. C'est des régimes qui sont non intégrés. Ce que ça veut dire, un régime non intégré, c'est que dans le fond, l'assurance-emploi ne paie jamais et le régime d'assurance collective, selon les paramètres du contrat, va déterminer c'est quoi la prestation si la personne est jugée invalide selon le contrat. Donc, si vous avez un régime qui est 75 du salaire, bien, en aucun moment, l'assurance-emploi va payer quoi que ce soit et le régime, si vous qualifiez, vous allez recevoir 75 du montant de votre salaire. Ces régimes-là qui sont non intégrés permettent d'avoir le taux réduit de cotisation à l'assurance-emploi. Donc, ça, c'est un élément également à considérer. Mais à contrario, le régime d'assurance collective va payer la totalité des réclamations d'invalidité, donc, en théorie, devrait coûter un peu plus cher. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'objectif n'était pas d'arriver avec une série de questions puis de tests puis vous dire exactement, bien, moi, avec ce que j'ai appris aujourd'hui, je m'en vais là comme modification au régime. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quand même posé une couple de bonnes questions que vous devriez avoir les réponses pour déterminer si oui ou non, là, il y aurait des modifications à faire dans votre régime d'assurance collective. Donc, la première que je me suis posée, c'est, bien, est-ce que l'objectif du promoteur de régime, le promoteur, c'est vraiment l'employeur, le syndicat, vous pouvez être copreneur, c'est de profiter pleinement des prestations du régime public. Donc ça veut dire, si vous aviez un régime qui est dans les trois premières catégories qu'on a vues tantôt, donc vous envoyez toujours en premier les invalides à l'assurance-emploi, bien, on peut présumer que l'objectif de votre régime était de limiter les coûts de l'assurance collective et de profiter pleinement du régime public. À ce moment-là, si cet objectif-là est maintenu suite aux modifications de l'assurance-emploi, ça veut dire que votre régime d'invalidité de courte durée, s'il ne couvre pas un minimum de 27 semaines d'invalidité, qui est le nouveau régime bonifié, une semaine de délai de carence, 26 semaines de paiement, bien, la période d'invalidité du régime de courte durée devrait probablement être augmentée là, pour atteindre jusqu'à 27 semaines là, d'invalidité.
Donc, si vous êtes dans cette situation-là et que la durée des prestations du régime d'invalidité de courte durée devrait être bonifiée, bien, il y a quand même certains éléments qui devraient être considérés avant de décider si oui ou non vous voulez que vos employés reçoivent 11 semaines de plus de prestations d'assurance-emploi, parce qu'il y a d'autres répercussions. La première, c'est, bien, assurez-vous que la tarification qui a été proposée par l'assureur est adéquate, parce qu'en tant qu'employé ou membre de syndicat, il est fort probable que vous payiez une portion des coûts de la courte et de la longue durée. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que potentiellement, on est en train d'envoyer 11 semaines de plus à l'assurance-emploi, donc c'est certain qu'il y a une réduction des prix. Donc, il faut s'assurer de c'est quoi l'impact sur la tarification de l'assureur, puis est-ce que cette tarification-là est supportée là, par l'expérience du groupe. La deuxième étape, c'est, bien, si on est d'accord avec les réductions de coûts, bien, c'est qui profite de cette réduction de coûts-là? Est-ce que c'est les membres? Est-ce que c'est l'employeur seulement? C'est qui est avantagé? Donc, c'est important aussi de comprendre ça, parce que si les prestations baissent pour l'individu, c'est seulement le membre qui va être pénalisé, mais lorsque la prime diminue, puis exemple, c'est un 50-50 partage de coûts, bien là, oui, les employés bénéficient d'une portion de la réduction des coûts, mais l'employeur également. Donc, l'autre élément qui est à considérer, bien, si la modification vient réduire les coûts de l'employeur, bien, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'être potentiellement en demande, à savoir s'il y a de l'ouverture pour négocier une compensation monétaire pour les réductions de coûts de l'employeur. Et le dernier élément, puis ça, j'ai un graphique qui va le présenter tantôt, là. Je sais que comme actuaire, il n'y a vraiment pas beaucoup de chiffres dans ma présentation, puis ça n'était pas facile à monter, mais je me suis payé à la traite. J'ai vraiment mis un petit graphique là, dans 2 diapos. Pour éviter là, de vous noyer avec des informations un petit peu techniques. Donc, l'impact sur les prestations payées, donc le taux de remplacement de revenus est aussi important. Et on va le voir tantôt, là, c'est quoi la différence de recevoir 55 de son salaire, maximum 650, versus un régime qui était peut-être un régime à 75 du salaire là, avant les bonifications de l'assurance-emploi. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de l'invalidité de courte durée. Donc, c'est vraiment la durée des prestations puis le type de régime là, qui est à vérifier. Donc, contrairement au régime, là, on va rentrer dans l'invalidité de longue durée. Donc, contrairement au régime d'invalidité de courte durée, les régimes d'invalidité de longue durée, eux, ne peuvent pas être intégrés ou coordonnés avec les prestations de l'assurance-emploi. Ce que ça veut dire, ça, dans la vie de tous les jours, c'est que si vous avez un assureur qui vous verse des prestations d'invalidité de longue durée, l'assurance-emploi ne peut pas ou n'acceptera pas de verser des prestations en même temps. Donc, si vous avez un régime aujourd'hui qui avait été arrimé avec le 16 semaines d'assurance-emploi et que votre longue durée débutait à la 17e semaine, ce que ça veut dire, ça, c'est que toutes les nouvelles demandes à partir du 18 décembre, bien, eux, en théorie, auraient accès à 11 semaines de plus jusqu'à 27 semaines d'invalidité ou 26 semaines de paiement. Donc, l'assureur, si on ne fait pas de modification au régime, bien, lui, il va vous faire basculer à la 17e semaine du courte durée à la longue durée. Et là, à ce moment-là, bien, il va dire, moi, selon le contrat, je paye, exemple, 75 du salaire, je me fous complètement de ce que l'assurance-emploi va payer, je vous donne le montant. Et là, la responsabilité devient à l'individu de contacter l'assurance-emploi pour lui dire, bien, moi, j'ai accès à un régime d'assurance privée d'invalidité de longue durée. Il faudrait que vous me cessiez mes prestations d'invalidité de l'assurance-emploi pour s'assurer qu'il n'y ait pas peut-être une pénalité financière. Donc ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les assureurs et le gouvernement pour bien comprendre cet aspect-là là, quand l'annonce a été faite. Mais clairement, tant qu'à moi, c'est un petit manque qui a été fait au niveau de la loi parce qu'il y a des individus qui vont se retrouver probablement qui vont faire des impôts à devoir rembourser des prestations d'assurance-emploi. Donc ça, tant qu'à moi, c'est peut-être un petit manque là, au niveau de ce qui a été designé par les grands penseurs au gouvernement. Et c'est maintenant que j'ai enfin mon graphique avec quelques pourcentages. J'ai même mis la première décimale, là, je me suis vraiment gâté. Fait que dans le fond, ici, la façon qu'on peut comprendre le graphique, c'est qu'en bas, j'ai vraiment mis les salaires annuels bruts. Donc, une personne qui fait 40 000, 55 et jusqu'à 100 000 $ de revenus annuels. Et on est allé calculer là, avec les impôts, les déductions à la source, contribution au régime de retraite à l'assurance collective, là, un régime qui fait du sens, combien la personne fait au net quand elle travaille. Donc, les bandes qui sont à gauche, c'est vraiment les bandes de combien la personne fait sur une base hebdomadaire, là, à toutes les semaines. Ça paye net, en fait, à toutes les semaines quand elle travaille.
Et là, un taux de remplacement de revenus, c'est quoi? C'est qu'est-ce que la personne va recevoir de son régime d'assurance collective quand elle est invalide par rapport à ce qu'elle faisait quand elle travaille. Et de façon générale, en assurance collective, on vise, tant qu'à moi, là, un minimum entre 80 à 90 de remplacement de revenus pour peut-être les plus hauts salariés. Et pour les plus bas salariés, bien, compte tenu du coût de la vie aujourd'hui qui est très élevé puis de l'inflation, moi, j'ai tendance dans mes régimes à viser pas mal 95 à 100 là, de taux de remplacement de revenus. Donc, la barre en haut, là, qui est dans les eaux de 95 pour tout le monde, j'ai pris un régime d'invalidité de longue durée qui paie 75 du salaire. Donc, quand la personne reçoit 75 de son salaire, ce que ça dit, le graphique-là, avec notre scénario là, fictif, c'est que la plupart des salaires, là, de 40 000 à 100 000 vont recevoir environ 95 de leur salaire lorsqu'ils sont en invalidité. Donc, c'est un bon régime. Ils vont être capables de suffire à leurs obligations et à leurs paiements. Par contre, si on fait la modification de l'assurance-emploi et qu'on donne 11 semaines de plus d'assurance-emploi sans aucune contribution supplémentaire par un régime d'assurance collective, bien, il faut savoir ça va être quoi les impacts sur la prestation que l'individu va recevoir. Et la bande qui est en bleu un peu plus claire, donc qui débute là, à 71,8 ce que ça veut dire, c'est que tous les individus qui n'atteignent pas le maximum de 650 maximum qui est imposable en passant de l'assurance-emploi vont recevoir environ 72 de leur salaire. Donc, il y a quand même un écart là, appréciable de 24 de diminution des revenus par rapport à ce que la personne aurait eu en invalidité de longue durée avant le changement de l'assurance-emploi. Et là, on peut voir que progressivement, ma ligne dans le temps avec les salaires qui augmentent, bien, l'assurance-emploi, qui est un maximum de 650 imposable, bien, n'est clairement plus suffisant pour les gens qui sont un peu plus des hauts salariés. Et on peut voir qu'assez rapidement, le taux de remplacement de revenus d'un 85 000 par année est de seulement 53,5 et de 45,3 pour les gens qui font 100 000 Donc, clairement, ça, c'était pour vous illustrer, avant de prendre la décision d'envoyer les gens 11 semaines de plus à l'assurance-emploi, oui, il y a une économie de coûts potentielle, mais il y a aussi potentiellement des impacts assez majeurs au niveau des prestations pour vos membres. Et en passant, je voulais aussi mentionner que un des, je pense, des succès là, du Québec a été la mise en place du RQAP. Bien, pour toutes les autres personnes qui n'habitent pas au Québec, c'est exactement les taux de remplacement qu'ils ont de revenus lorsque les gens sont en congé parental parce que c'est l'assurance-emploi qui paie. Donc, tant qu'à moi, on peut encore se féliciter au Québec. On a quand même réglé un problème là, au niveau avec du RQAP pour les parents qui veulent prendre un congé parental. Donc, j'avais prévu, comme j'ai dit, là, de peut-être mettre un petit peu l'emphase sur l'encadrement législatif de la télémédecine, mais Mme Plourde a pas mal couvert tout ce point-là. Et dans l'économie de temps également, là, je regarde le temps avancé. L'objectif n'est pas de répéter exactement les mêmes choses là, qui ont été dites par Mme Plourde. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait exactement les mêmes termes et les mêmes informations. Donc, ça va être disponible là, quand Marie-Josée va partager la FTQ, les présentations. Mais vous allez voir, là, il n'y a aucune menterie avec... on a comme un peer review live. Et je voulais quand même, en tant que consultant, on me demande souvent qu'est-ce que tu penses de la télémédecine ou est-ce qu'on devrait implanter la télémédecine ou ces choses-là? Parce que clairement, c'est un produit là, qui est en vogue depuis la pandémie. On a vu les augmentations là, des utilisateurs, etc. Je pense que les dernières statistiques que j'ai vues, c'est au-dessus de 2 millions de Québécois. En fait, 2 millions de certificats québécois ont accès à de la télémédecine là, via leur employeur ou un régime d'assurance collective, ce qui n'était clairement pas le cas là, avant la pandémie. Donc, moi, en tant que citoyen, mais aussi consultant, les questions que je me pose, puis c'est directement en lien avec la dualité, le privé-public, la privatisation, bien, c'est quoi les effets sur le système de santé d'offrir la télémédecine? C'est quoi les impacts sur la qualité des services? Parce que ça, on n'a pas vraiment parlé ce matin, mais je pense que quand on regarde les différents médecins puis la littérature là-dessus, il y a eu des conférences à la RASC, là, du docteur Marquis notamment. On parlait que oui, on peut faire une consultation en télémédecine, mais pas nécessairement pour toutes les causes et ce n'est pas nécessairement bien encadré présentement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment diagnostiquer à l'écran toutes les situations? La zone est grise un petit peu. C'est quoi les impacts sur l'accès aux services d'avoir comme une dualité télémédecine versus système public? C'est quoi les impacts sur les ressources qui sont bien entendu limitées du système? Mme Plourde a couvert ce point-là. Et encore une fois, on se questionne, c'est quoi la place du privé dans le système de santé canadien?
Donc, ça fait pas mal le tour des modifications. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu là, sur les différents enjeux, notamment l'assurance-emploi, qui pourrait requérir des modifications. Pour le régime de soins dentaires fédéral, bien, c'est statu quo pour vous autres qui a un régime privé. Fait que c'est tout pour moi. S'il y a des questions. Mais merci Yannick, excellente présentation. Je voulais tout simplement dire que l'autre chose qu'il n'y avait pas dans le budget, c'était de l'argent annoncé pour la réforme du régime de l'assurance-emploi. Je siège sur le comité. Il y a la commission de l'assurance-emploi, alors il y a les représentants de l'employeur et des employés. C'était Daniel avec la CSQ et la CSN, mais maintenant ça va être Magali, j'imagine. Et puis, écoute, 40% des travailleurs et travailleuses qui bénéficient des prestations. 40. 2 sur 5. Ça veut dire qu'il y a 3 sur 5 là, qui n'ont même pas accès, pour toutes sortes de raisons. Maintenant, on avait baissé les exigences pour avoir accès pendant la pandémie, puis là, on les a remis. Alors, et puis aussi, on voulait augmenter le salaire admissible à 80, on aimerait voir dans la réforme, le monter à 88 500, c'est environ 60 000 et quelques, là. 650, c'est 33 000 par année, c'est ça. Alors, 55 %. Alors, on aimerait ça voir ça monter. On aimerait que le critère d'admissibilité au Québec, je pense, c'est 420 heures. Le CTC, pour le Canada, on aimerait avoir 360 heures. Pourquoi? Parce que, surtout à l'extérieur du... écoute, juste en passant, on parle de 2 régimes presque. Il y a le régime québécois de l'assurance-emploi, puis il y a le régime dans le restant du Canada, à cause des ententes entre le Québec et le Canada. Alors, c'est meilleur un peu ici, surtout au niveau de la formation. Mais on aurait aimé voir que cette réforme-là soit annoncée et financée. Et ça va avoir un impact sur qu'est-ce que les régimes d'assurance collective là, vont voir. Parce que, écoute, ça fait des années que c'est à 66 000. Il faudrait le monter à 88 000. Puis aussi le taux, l'admissibilité aussi. Merci. Danny Maton, section locale 1044, Unifor, Québec. Moi, je voulais savoir, là, c'est au niveau pour se qualifier pour l'assurance chômage là, à court terme. Là. On sait que dans ma région, c'est environ 600 heures, mais c'était pour 15 semaines. Mais là, on tombe à 27 semaines. Est-ce que ça va être bonifié, ces heures-là? Il va-tu pas en avoir faire plus d'heures pour avoir le droit à ça? Puis mon autre constat aussi, c'est au niveau là, de la période de carence. Tu sais, on dit que c'est une semaine. Mais aussi, il faut, probablement que tout le monde, c'est dans ce cas-là, là, mais nous, chez nous, dans notre convention, on a des heures de maladie de prévues. Puis aussitôt que tu as une heure de maladie de prévue à la convention, mais tu ne l'as plus, cette période de carence-là. Merci. Oui, bien, je te confirme que si tu as des heures de congé de banque de maladie, le délai de carence là, peut être pelleté à la fin, en fait. Et pour ta question sur l'admissibilité, selon ce que j'ai lu, il n'y a aucune modification aux critères d'admissibilité. Donc, c'est simplement la période. L'ensemble des autres paramètres sont maintenus. Là. Oui, Éric Pinsonneau, CFP 3624. Salut Yannick, belle présentation. 2 questions. Première sur le régime là, dentaire fédéral. Si j'ai bien compris, les adultes ne sont pas couverts là-dedans, même ceux qui ont une famille avec des revenus là, de moins de 90 000. Actuellement, c'est le cas dans les phases de déploiement. Pour 2025, je crois que les adultes vont être inclus, mais encore une fois, ça n'a pas été nécessairement dévoilé là, à 100 % ce qui va être couvert dans cette phase-là 2025. Okay. Est-ce que tu penses que ça couvrirait aussi ceux qui sont célibataires? À mon avis, si les adultes sont couverts, là, ça va être vraiment juste un test de revenus qui va rentrer en ligne de compte. Là. OK. Deuxième question. Tu parlais tantôt que nous, on a un régime non intégré, tu sais. Puis, si on allait vers l'utilisation de l'assurance-emploi pour la courte durée, tu mentionnais que là, on n'aurait plus droit au taux réduit là, de cotisation à l'assurance-emploi. C'est quoi la différence entre les deux au niveau des taux? Oui, là, encore une fois, la réponse est ça dépend, Éric. Dépendamment là, on estime que le taux réduit vaut à peu près 0,3 % de la masse salariale là, dans ces eaux-là pour, je crois que c'est le 5/12e des employés, puis ça va dépendre. Donc là, c'est de faire le test
est-ce que c'est mieux d'avoir le taux réduit ou pas? Là? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Là. Ça a peut-être rapport avec ce qu'ils appellent la ristourne d'assurance-emploi, là, c'est ça? Ben oui, en théorie, c'est que le taux réduit, c'est l'employeur qui l'a puis qui doit trouver une façon de la redistribuer aux employés, leur part de 5/12e. Fait que dépendamment de vos conventions collectives, ça se peut que ça soit déjà prévu de quelle façon que c'est retourné. Là. OK, ben, merci. Plaisir. Oui, bonjour. Je voulais savoir, par rapport au régime d'assurance qui offre les soins dentaires, à un moment donné, dans votre conférence, vous avez dit si vous êtes couvert, vous n'y aurez pas accès. Puis après ça, vous avez dit si vous avez accès à l'assurance salaire, vous n'aurez pas accès à celle publique. Donc, si on est dans une situation où il y a un régime d'assurance générale et il y a des options pour lesquelles il faut payer plus et que pour une de ces options-là donne accès à des soins dentaires, est-ce que la personne est réputée avoir accès et donc ne peut pas se prévaloir du service public? Très bonne question. Ma compréhension, c'est que même si le régime dentaire est facultatif, vous avez accès à un régime, c'est votre décision de ne pas l'avoir prise. Ma compréhension, c'est que vous n'auriez pas accès au régime fédéral de soins dentaires. Deuxième question en lien avec ça aussi. Dans l'éventualité que des comités d'assurance, tout ça, réfléchiraient aux coûts d'options, etc., et décideraient de modifier leur panier pour ne plus rendre accessible cette assurance-là, est-ce qu'il y a une espèce de surveillance là, est-ce que ça pourrait être vu comme de la fraude ou profiter d'une situation où n'importe quel comité serait légitime de dire, bien, compte tenu de la nouvelle réalité du service public, je veux changer mon panier? Bien, moi, j'ai des comités d'assurance dont les salariés sont relativement bas salariés, se questionnent exactement sur cette question-là. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre fin au régime de soins dentaires pour avoir accès potentiellement au montant du régime fédéral? Je ne pense pas que ça serait vu comme une fraude. Là. C'est un nouveau système qui existe avec, la réglementation qui vient avec pour avoir l'accès. Si le groupe décide de terminer le soin dentaire, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas accès à ce moment-là là, au régime fédéral. Merci. Plaisir.